On va passer à la séance de questions. Inès. Ah bah. Pardon, désolée. Je rebondis sur sur la fin, vous parlez de criminalité économique avec deux choses. Vous présupposez une rationalité dans cette évolution, mais je me suis souvent posé la question, quel est l'intérêt réel pour une entreprise de pousser ses employés, ses cadres au burn-out? J'ai quand même du mal à saisir l'intérêt réel, et je me demande si c'est pas plus idéologique, donner des gages à... D'autant plus que le burn-out, ça coûte cher aux entreprises. Hein, le coût des arrêts de travail, c'est quelque chose d'extrêmement lourd. Mais il n'y a pas de volonté de pousser les cadres au burn-out, sauf si on veut les faire partir. Et ça existe. La question, c'est aussi, est-ce qu'on veut... vous parlez de pousser à la démission. Oui. Mais les démissions, ça coûte cher. Ah, ça coûte beaucoup moins cher qu'un licenciement. Oui, mais ça coûte beaucoup plus cher qu'un suicide. Alors, oui, alors on ne va pas être cynique quand même excessivement. Je pense réellement que, en fait, quand on pousse les gens à bout, on sait ce qu'on fait. Alors, en tout cas, des personnes formées en management et ressources humaines savent ce qu'ils font. Donc ils savent les conséquences de ce qu'ils font. Oui, je ne pense pas que ça soit fort heureusement un phénomène répandu. Qu'il ait pu y avoir à droite à gauche, ça et là, des DRH ou des directions perverses qui vont pousser des salariés, bon, peut-être pas directement au suicide, mais qui partent d'une façon ou d'une autre, on va dire. Voilà. Bon, peut-être, mais même dans les exemples les plus lourds que je cite en début du bouquin, il s'agissait quand même principalement d'inciter les gens à démissionner. Et dans l'école de formation de France Télécom, qui a été mise en cause dans le procès, très clairement, il s'agissait en réalité de compresser la main-d'œuvre et d'inciter les gens à démissionner, ou dans certains cas, à aboutir à des départs négociés, je dirais, dans lesquels l'entreprise était en position de force. Voilà. Mais pousser les gens au suicide, ça serait très pervers. Parce que c'est pas la même démarche quand on veut que quelqu'un démissionne, on peut le négocier avec lui, on peut lui dire. Le pousser à bout, c'est pas la même voie. Oui, alors c'est vrai que quand on arrive au travail le matin et qu'on voit que le bureau a disparu, que la chaise a disparu, oui, voilà. Quand on demande à des gens des objectifs qui sont, on le sait, inatteignables, bon, c'est vrai que oui. Mais une fois encore, je pense que l'idée, c'est quand même avant tout je dirais, de faire travailler les gens au maximum pour des questions de rentabilité, pour des raisons de productivité, et ensuite éventuellement de compresser les main-d'œuvre. Voilà. Je pense que c'est ça l'objectif principal. Pousser au suicide, peut-être dans des cas extrêmes, mais j'espère qu'ils sont rarissimes. Oui, je ne voulais pas parler de ça, mais juste sur le dernier point, si vous prenez l'expérience de pas mal de boîtes du CAC 40, c'est pas marginal. Vous exportez au Portugal ou je ne sais où un service, le service du recrutement, tout ce qui est administratif, vous le fichez au Portugal parce que les salaires sont au cas. Et les gens qui sont là, on leur dit, chers amis, vous allez au Portugal en contrat de droit local, et donc vous n'avez plus la protection du droit français, payez le quart, ou alors vous recherchez un boulot dans l'entreprise. Boulot qui n'existe pas compte tenu de leur formation. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Eh ben, on veut essayer de les faire partir. Oui, et les modifications de M. Macron récemment du droit du travail, ça concerne quoi? Ça concerne un accord bidon avec un syndicat minoritaire ou n'importe quoi. On remet en cause le contrat de travail, premièrement, et deuxièmement, on fait sauter l'obligation de reclassement à l'intérieur de l'entreprise. Donc, quand vous mettez tout ça ensemble, c'était un petit point que je voulais ajouter à la question que je voulais vraiment poser. Bon, là-dessus, je suis entièrement d'accord. Si j'avais plus de temps, j'en aurais parlé. Mais bon, ça va dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire globalement une pression de plus en plus forte sur les salariés et un droit du travail qui semble protecteur, mais qui en réalité n'est pas forcément, et qui est peut-être dans une façon de moins en moins. Le point que je voulais aborder, c'est un peu connecter, je dirais, l'histoire de concurrence et de mondialisation. C'est pas seulement la concurrence par le prix des produits, ce genre de choses.
il y a une norme qui s'est imposée depuis une quarantaine d'années qui s'appelle le return on equity en très mauvais français. Les Français sont tout aussi gourmands que les étrangers de ce point de vue-là, à mon avis. Et là, autrefois, qu'est-ce qui se passait? Vous aviez des salaires qui étaient à peu près stables, qui montaient légèrement. Quand la situation était bonne, il y en a qui faisaient des profits. Quand la situation était mauvaise, les profits étaient plus qu'ils étaient avant. Mais disons, il y avait une certaine stabilité des salaires. Comme il y a une norme de ROE qui s'impose, quelle que soit la conjoncture, il faut toujours que les dividendes soient ce qu'ils sont, hein, on le voit récemment, qui trinque la masse salariale, c'est-à-dire les employés et les salaires. Il y a ce truc-là, en plus de la concurrence. Oui, ça joue. Et puis on constate aussi qu'on voit la répartition de la valeur ajoutée au sein des entreprises, hein, qui depuis 40 ans, va davantage dans la rémunération de l'actionnaire que dans la poche du salarié. Ça, c'est très clair. Et puis, il y a ce que vous avez accéléré par le truc de Covid et nos amis de Davos, n'est-ce pas, fiche en l'air la protection sociale, d'une part, avec le revenu universel, il n'y aura plus besoin de protection sociale, on aura un revenu universel, et ça aidera à accélérer le passage du salariat au droit commercial. Ouais. L'ubérisation accélérée. Quand j'ai essayé un tout petit peu, en 2-3 minutes, de défendre le principe même du travail, effectivement, j'avais un petit peu en tête cette idée qui me semble extrêmement délétère, qui consiste à dire que finalement, on n'arrivera pas à trouver du travail pour tout le monde à l'avenir et qu'il faut s'attendre à une société coupée en deux, où il y a d'un côté des gens qui travaillent et de l'autre côté une bonne marge de la population qui sera oisive et qui sera financée par ceux qui travaillent. C'est une conception, je dirais, de la société qui ne me convient pas du tout. C'est terrible. C'est terrible, voilà. Et 50% d'assistés, 50% de personnes au travail, voilà. Bon. Non. Mais c'est vrai que cette idée est défendue par un certain nombre de personnes aujourd'hui. Ouais. Bonjour, je vous remercie pour la conférence. Et j'ai deux petites questions à poser. La première, c'est si dépendant d'autres pays, est-ce qu'on n'est pas dépendant d'autres pays, sont pas dépendants de nous, et quels bénéfices on peut en tirer? Même si je vais plus loin et que je vais faire un peu la diable, est-ce que finalement un monde où tout le monde est interdépendant peut être en équilibre? Je ne pense pas. Alors, oui, mais à une condition. Voilà. C'est-à-dire que, effectivement, on peut dire qu'on est tous dépendants les uns des autres, c'est super, c'est beau, mais ça, c'est le monde des bisounours. Voilà. La réalité, malheureusement, elle est un petit peu différente. C'est-à-dire que je pense que dans la mondialisation, il y a des perdants et des gagnants. Voilà. Et les gagnants, c'est ceux qui sont les dominants. Et les perdants, ce sont les dominés. Alors, il se trouve que la France se situait clairement parmi les dominants il y a encore une cinquantaine d'années. Elle est en train de basculer vers le camp des dominés. Et c'est ça qui est terrible, si vous voulez. Alors, oui, il y a des pays qui dépendent de nous, bien sûr. Il y en a de moins en moins. Voilà. Et le fait que, je dirais qu'on soit, nous, dépendants d'autres pays étrangers, ça ne me pose pas de problème. Ce qui me pose problème véritablement, c'est qu'on ait des dépendances fortes. Voilà. Si par exemple, je sais pas, j'ai un contrat d'approvisionnement en gaz avec la Russie, bon, je suis dépendant de la Russie, mais je sais que je peux m'approvisionner ailleurs. Donc cette dépendance, elle est faible. Si je ne peux pas m'approvisionner ailleurs et que je n'ai pas d'autre moyen que de m'approvisionner dans un seul pays pour le gaz, par exemple, là j'ai une dépendance forte. Et là, ça me gêne. Or, moi, ce que je constate, c'est qu'avec la division internationale du travail, depuis 40-50 ans, on a créé davantage de dépendances fortes. Voilà. Vous aviez une deuxième question. La question était très simple. Si le cas de l'harmonisation n'est pas la meilleure échelle d'échange, est-ce que laquelle est-ce qu'elle est nationale, régionale, continentale? Si vous lisez Maurice Allais, lui, dans les années 80, donc c'était vraiment un précurseur. Hein. Vous savez, Maurice Allais, c'est un libéral. Donc on ne peut pas soupçonner de vouloir un interventionnisme excessif, etc. Il était vraiment purement libéral. Mais il avait perçu le problème. Et ce problème d'inéquité, de déséquilibre dans la concurrence. Et donc, lui, il plaidait pour un libre-échange, mais au sein de zones économiques. Voyez, donc à l'échelon régional. Pourquoi? Parce que à l'échelon régional, les différentiels de coûts de production, les différentiels de normes sont beaucoup moins élevés.
Voilà. Donc, oui, on pouvait même se nourrir de ces différences. Voilà. Alors que l'écart est tel avec les pays du sud-est asiatique, par exemple, qu'aujourd'hui, il est complètement erroné de dire, ben voilà, ça nous apporte beaucoup de choses, on va s'adapter, les plus mauvais vont mourir et les meilleurs vont rester. Non, c'est nous qui allons mourir. Voilà. Oui, je voulais vous poser une question parce que je trouve qu'il y a un élément, monsieur l'a un peu évoqué, que vous avez un petit peu, c'est le rôle quand même des marchés financiers, parce que par moment, ils ont quand même un rôle, tout le management ou toutes les multinationales sont faites pour satisfaire avant tout les actionnaires. Et les actionnaires ne sont plus des entrepreneurs à long terme, ce sont des fonds d'investissement qui sont court-termistes, qui sont là pour pressuriser et pour après vendre leur part dans 4-5 ans. Et pour conclure, quand une entreprise apprend qu'elle a été rachetée par LBO, eh ben on sait d'avance que les salariés vont trinquer parce que là, il y a cet élément-là. Et on voit bien les fortunes en même temps ces 40 dernières années qui ont explosé en pressurisant et en transférant le risque sur les salariés parce que normalement, l'entrepreneur, c'est lui qui prend le risque. Mais maintenant, quand ça va mal, on licencie, mais par contre, les profits, on ne les sacrifie plus. Et la notion même du risque, même qui caractérise le capitalisme, est où maintenant? Alors, vous avez entièrement raison. J'en parle beaucoup dans le livre. J'ai pas eu beaucoup de temps d'en parler ce soir, mais vous avez entièrement raison. Et je dirais que malheureusement, le constat est peut-être même pire que celui que vous faites. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé, par exemple, dans un groupe comme Danone, il y a quelques semaines. Voilà, Danone, c'est quoi finalement? C'est un investisseur, qui n'est pas un industriel, hein, c'est juste des financiers. Deux investisseurs américains qui ont acquis une petite participation dans le capital de Danone, participation inférieure à 5%. Hein. Voilà. Eh bien, avec une participation inférieure à 5%, ils sont arrivés à faire partir le PDG, à faire changer la stratégie. Voilà. Et en fait, c'est pas un hasard. C'est-à-dire que la stratégie de ces investisseurs, c'est d'essayer de repérer des groupes mondiaux qui, dans leur secteur, ont des performances relativement faibles par rapport à leurs concurrents, ce qui est le cas de Danone, essayer d'en prendre le contrôle, essayer de licencier, de réduire les coûts. Alors, vous savez, on a ce qu'on appelle des cost killers qui savent très bien faire ça. Et puis, une fois que les salariés sont partis, une fois qu'on s'est défait des produits ou des branches les moins compétitives, avec tous les chômeurs qui vont avec, hein, et bien à ce moment-là, on revend l'entreprise parce que le cours en bourse a augmenté. Voilà. C'est une stratégie financière, c'est pas du tout une stratégie industrielle. C'est la prédation, ça. C'est la prédation. Ouais. Le chiffre que vous avez cité au début, je n'ai pas bien entendu, en décès par an dans le monde du travail. Alors, j'en ai cité plusieurs, en réalité. Il y a les accidents du travail, c'est 500 décès par an. 500, ouais, 500 décès par an. Et 35 000 incapacités permanentes. Non, j'ai dit 600 000 accidents du travail, et voilà, heureusement. Voilà. Et puis on a aussi à peu près le même nombre de maladies professionnelles qui aboutissent à des décès. Et puis, alors pour les suicides, on a beaucoup de mal à chiffrer en réalité parce que les suicides sont souvent multifactoriels. Et du coup, c'est très très difficile de dire, même si on se suicide sur le lieu de travail, c'est dû uniquement ou essentiellement à la question du travail. Voilà. Mais enfin, c'est par plusieurs centaines aussi par an. Hein. En particulier dans le monde agricole, par exemple, c'est terrible, dans la police, voilà. Dans le monde agricole, c'est un par jour, hein. Donc c'est une catastrophe. Dernière question, Xavier. Oui, au niveau de l'Union européenne, il y a une logique de délocalisation qui fait qui fait tension sur nos salaires à la baisse et ce qui nous amène à penser qu'on risque de se retrouver demain avec des salaires de Roumains et des retraites d'Ukrainiens. C'est toute la question. Alors, j'évoquais tout à l'heure, par exemple, les normes européennes qui nous contraignent excessivement, hein, qui nous incitent, je dirais, à par exemple, passer au tout électrique, hein, sur les voitures, ce qui est une catastrophe. Bon,
C'est très difficile cette question en réalité, parce que autant je pense qu'ici on est tous convaincus des effets pervers que peut avoir l'Union européenne, autant il faut bien comprendre que dans la guerre économique que nous subissons, l'Union européenne, d'une certaine façon, constitue un rempart. Et c'est pour ça que moi je suis très mesuré là-dessus. Je pense que l'Union européenne a d'énormes effets pervers. Voilà, dans plein de secteurs, dans plein de choses. Il se trouve que j'étais invité là, il y a quelques semaines à la Convention des Républicains sur la souveraineté. Et il y a eu une brillante intervention de Michel Barnier voilà, qui a défendu voilà, l'Union européenne, ce que je ne ferai pas ici, hein, et ce que je n'ai pas envie de faire, soyons clairs. Mais c'est vrai que c'est très très compliqué cette question, c'est très très compliqué. Parce qu'à côté des effets pervers, il y a des éléments de force, il y a des éléments de faiblesse. Et moi j'ai tendance à penser aujourd'hui que les éléments de faiblesse liés à l'Union européenne l'emportent sur les éléments de force. Mais voilà, c'est une question complexe, on ne peut pas la résoudre en 2 temps 3 mouvements. Si je puis me permettre juste de rebondir sur cette question avant de clore les débats, moi j'ai fait 5 ans à l'Union européenne. Donc moi à titre personnel, je serai de la mafia albanaise, je serai un néo-nazi ukrainien, je serai un leader populiste de Hongrie en mal de reconnaissance après avoir vendu mon pays à la découpe pendant 20 ans pour me faire une carrière, je serai pro-européen. Mais quand on connaît les chiffres, c'est quand même la France qui paye pour tout ça. Enfin, faut à un moment, le problème, aujourd'hui, moi j'ai quitté les milieux de l'intelligence économique parce que j'y voyais monter un racisme anti-asiatique absolument lamentable qui a détruit des institutions. Aujourd'hui, l'école que j'ai fait, l'école de guerre économique, je ne la recommanderais plus à cause de ça. Parce que la diplomatie économique ne s'exerce pas de la même manière face à un Allemand que face à un Chinois. Quand vous êtes face à un Chinois, vous êtes face à un peuple commerçant depuis 6 millénaires. Vous lui dites maintenant il y a des règles. Les règles, il ne les a pas violées. Vous ne les avez pas mis. Qui fait l'âne n'a pas à se plaindre qu'on lui monte dessus, dit la sagesse d'Asie orientale. Vous lui mettez des règles, il les respecte. Contrairement aux hindous, contrairement aux turcs, contrairement même aux nord-américains, un contrat avec un chinois, c'est un contrat. Ils sont très durs à la négo, j'en ai fait l'expérience, mais par exemple, ce n'est pas les hindous. Les hindous, vous signez un traité commercial avec l'Inde, c'est un suicide. Parce que de toute façon, là on a fait un document avec François Asselineau qui avait négocié avec l'Inde pour le compte du ministère. Vous négociez avec l'Inde, c'est un suicide. Parce qu'ils n'ont pas l'intention d'honorer leur signature. Jamais. Les Chinois, c'est différent. Par contre, quand vous négociez avec l'Allemagne en Union européenne, vous négociez avec des gens, et aujourd'hui ils sont obligés de l'admettre dans l'affaire du SCAF, qui veulent votre destruction économique. Vous lisez le rapport du Sénat, du Bundesrat, Chambre haute, sur la France dans l'industrie de l'armement. Le but est assez simple, c'est de récupérer les brevets français, alors que l'Allemagne est dans un retard abyssal en termes de défense pour une seule raison, c'est que c'est un pays qui n'a plus de capacité de défense autochtone. Elle a ouvert son armée au mercenariat, et à chaque fois qu'ils ont dépêché leur armée sur un théâtre extérieur, Afghanistan particulièrement, s'ils ont tué un taliban, ils l'ont tué de rire. Ça a été une catastrophe. Le nombre de fois où nous sommes allés les chercher parce qu'ils s'étaient embourbés dans un pays où il n'y a pas de sable mouvant, il faut quand même le faire. Donc, le problème, c'est que vous me direz pourquoi les Allemands veulent notre avance technologique en termes d'avions de chasse. Tout simplement pour l'incorporer, pour la vendre aux Américains. Ce qu'ils ont fait à chaque fois. Parce qu'ils n'ont pas besoin d'une industrie de défense, et de toute façon, ils ne sont pas bons en la matière. Mais par contre, ils veulent à tout prix, comme dans cette matière comme dans d'autres, être le premier laquais du dominant. Aujourd'hui, une large part de l'excédent commercial allemand, ce sont des produits transformés qui viennent de Chine, d'un point de vue industriel, et ils ont envie d'être les premiers grossistes de l'OTAN.
pour ça, ils doivent éliminer un pays qui est un problème pour l'industrie américaine d'armement depuis très longtemps. James Baker disait déjà, qu'est-ce qu'un pays européen veut encore vendre des armes à l'échelle internationale? James Baker, la plupart d'entre vous, mes petits-hauts, vous étiez en couche-culotte. James Baker, c'est du temps de George Bush père. Vous voyez? Donc, c'est très vieux, en fait. Et je crains que... le problème de l'Union européenne, c'est des forces et des faiblesses, oui, mais pour qui? Moi, je serais allemand, qu'il y ait des eurosceptiques en Allemagne, vu que ça ne leur va qu'à eux. Moi, j'ai travaillé avec les gens de l'AfD. Je mets de côté la part germanische, c'est-à-dire la part néo-hitlérienne. Parce que moi, j'ai travaillé avec Frau Petry et tous ces gens-là. Bon, on va pas l'extrême droite allemande est vraiment l'extrême droite. Mais quand vous leur parlez d'Union européenne, vous avez avant tout affaire à des crétins. C'est-à-dire des gens qui ne se rendent pas compte que ça leur profite à eux. Mais que je vois encore des Français, des Italiens, alors que la fête se fait à leurs frais, nos amis britanniques, ils avaient fait en sorte que ça leur nuise, mais que ce ne soit pas à leurs frais, d'un point de vue budgétaire. C'était le chèque anglais. C'est ça qui, moi, me... Parce que pour certains, oui, la dynamique européenne est positive. Est-ce que pour nous, ça l'est? J'ai des doutes. En tout cas, on est sûr de pouvoir construire un avion de combat seul. On sait le faire, on a les capitaux pour le faire, on a les moyens de le faire. Tout à fait. Il n'y a aucune raison de coopérer avec les Allemands sur le SCAF, à part, effectivement... Faire vivre une illusion. Voilà, une idéologie, en fait. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu un idéologue dans l'Union européenne, il est français. Et ça se fait... Moi, je prenais le cas Michel Barnier, personnage que j'ai eu le déplaisir de côtoyer. Il a ce réflexe dont je n'ai vu que les hauts fonctionnaires français le faire dans les institutions européennes. Il y a un problème, il est budgétaire, vous inquiétez pas, la France rallongera. Tout de suite. Tout de suite. C'est votre pognon quand même. Hein. J'ai jamais vu un Allemand faire ça, mais alors jamais, jamais, jamais. Les Italiens, ils n'en ont plus les moyens vu combien ça leur coûte. Je rappelle que l'Italie n'a pas créé des richesses objectives depuis près de 20 ans. Les seuls qui ont le même défaut que les Français, mais en beaucoup plus petit, c'est les Espagnols, pour une seule raison. C'est que pour eux, qui dit absence d'UE dit guerre civile. C'est-à-dire qu'ils en sont restés là. C'est-à-dire que pour eux, l'Espagne est l'UE est le projet de l'après-Espagne. Mais d'un côté, les élites françaises, l'UE est le projet de l'après-France. La seule chose, qu'ils n'ont même pas l'excuse de la guerre civile. Qui connaît l'histoire espagnole, c'est que quand ils se sont battus, ils n'ont pas fait semblant. Mais voilà, je n'ai jamais vu autre chose. Les seuls, je vais vous le dire, qui avaient intérêt à se casser et à maintenir des hommes, ce qu'ils ont fait, c'était les Britanniques. Parce que même quand ils étaient à l'intérieur, l'UE était un problème social pour Londres. D'ailleurs, Bojo a récompensé le peuple britannique. 2 hausses de SMIC et la nationalisation du rail. Infaisable dans le cadre communautaire. Mais les hauts fonctionnaires britanniques au Parlement européen et à la Commission, à quelques exceptions près, n'ont jamais travaillé pour les intérêts britanniques. D'ailleurs, c'était très beau à voir. Moi, je me disais quand même, ils sont costauds. Travaillistes, conservateurs, rouge et jaune à petits pois, ce que vous voulez, ils travaillaient pour les intérêts britanniques. Et le pire, c'est que grâce à la structure du Conseil de l'Europe dans laquelle ils sont restés, ils ont maintenu leurs fonctionnaires. Je vais vous donner un exemple. Une partie des gens qui gèrent l'euro à la BCE sont anglais. Non, mais c'est un très joli coup. La seule chose, c'est pourquoi nous, dès qu'il y a... Et c'est un problème qui remonte à loin. Rappelez-vous ce que disait Churchill. Dans une organisation internationale, mettez un Français, c'est le seul qui trahira les intérêts de son pays. Churchill, c'est pas hier matin. Donc nous, on a un vrai problème, c'est que dès qu'on est dans le collectif doit fonctionner à nos frais. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut regarder la vérité en face, la moitié des pays européens ne rêvent que d'être des États américains, et l'autre moitié rêve d'un grand seigneur, fût-il turc pour certains, fût-il chinois pour d'autres, qui payent leur fin de mois. Moi, je peux vous dire que la plupart des pays de l'escroquerie qui est le groupe de Visegrad,
n'attendent que la béquille de la Chine, si l'Union européenne se termine. Tout comme ils attendaient la béquille de l'URSS. À un moment, il faut avoir le... Là, pour l'instant, ils sont contents, il y a le contribuable français qui ne sera pas éternel. Mais aujourd'hui, la plupart des infrastructures que l'Allemagne fait payer par la France au profit de ses boîtes en Europe de l'Est, eh bien, c'est la Chine qui les construit. D'ailleurs, vous l'avez vu il n'y a pas longtemps avec l'affaire de la fameuse grande autoroute à travers la Pologne, etc. On s'est dit, tiens, que font les Chinois là? Mais c'est eux qui font tout. Vous voyez, c'est compliqué. Le problème, c'est intérêt pour qui et quand. Abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas la cloche.